Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on est toujours la pire version de nous-mêmes. Salut, moi c'est Marie et je ne crains pas la vieillesse car je me suis déjà mise au tricot et j'accepte déjà cet état. Bravo, je suis fière de toi. Merci. Et moi c'est Anaïs et malheureusement quand on appuie sur mon ventre, il n'y a pas de cuisses de poulet qui sortent. Aujourd'hui, on a prévu un format un peu particulier. Vous le savez si vous nous écoutez, on a plutôt l'habitude de parler de vieux films ici. Mais sachez-le, il nous arrive aussi parfois de regarder des nouveaux films qui sortent en salle. Idée folle. Et depuis que j'ai vu The Substance de Coralie Farja il y a quelques mois, à Cannes, au Festival de Cannes, voilà. J'ai été très curieuse de le montrer à Marie parce que ça touche à des thèmes dont on parle très souvent ensemble, notamment les questions de représentation féministe ou pas, et que c'est un film d'horreur et que je me suis toujours beaucoup amusée à te montrer des films d'horreur. Moi, je redoutais ce moment. J'ai été forcée par Anaïs, très clairement. Bon, un peu. Elle me fait une petite moue. Non, j'ai pas été forcée, mais on m'a travaillé au corps. Tu m'as travaillé au corps pendant un petit bout de temps pour qu'on y aille. Et j'ai enfin dit oui. Et on est allé le voir ensemble à l'UGC Les Halles, un vendredi soir. Et plus rien n'a jamais été comme avant. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit débrief ici, dans le podcast, parce que ça valait le coup. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui et on a toujours des choses à dire sur tout. Et sur ce film aussi. Et vous avez aussi été très nombreux à nous demander ce qu'on en avait pensé. On a reçu des centaines et des centaines, des milliers de messages. Non, c'est pas vrai, mais il y en a eu au moins une dizaine. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Le débrief de The Substance, c'est tout de suite. Mais avant ça, on a décidé de ressusciter un petit format qui nous tenait beaucoup à cœur, qui date de notre autre podcast PIC TV, dans lequel on parle chacune d'un petit coup de cœur qu'on a eu cette semaine. Et donc, avant de débriefer The Substance, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? Mon pic cette semaine et ces derniers mois, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait le pic. C'est un livre qui s'appelle Say Nothing. Je crois qu'en français, c'est Ne dis rien. C'est un livre de Patrick Radden-Keefe, qui est un journaliste du New Yorker et qui est spécialisé dans le journalisme d'investigation et le journalisme littéraire. C'est un livre qui se situe à l'époque des Troubles, donc à l'époque de la guerre civile en Irlande du Nord, des années 70 aux années 90. Ça s'ouvre sur le kidnapping et le meurtre par des membres de l'IRA d'une mère de famille qui est une mère célibataire puisque elle est veuve, une mère de 10 enfants, elle est kidnappée devant ses enfants par des gens en plus qu'elle connaît, qui sont parfois ses voisins, et ils ne vont plus jamais la revoir. Et ce meurtre va rester irrésolu pendant des décennies. Et Patrick Radden-Keefe, en fait, s'appuie sur des témoignages de l'époque, mais aussi des cassettes qui ont été enregistrées de membres de l'IRA, de leurs témoignages, d'interviews et tout ça, d'entretiens, de longs entretiens, pour retracer un peu toute l'atmosphère de l'époque, mais retracer aussi le parcours de membres de l'IRA qui ont participé de près ou de loin à ce kidnapping et à ce meurtre, pour essayer de comprendre aussi comment ils en sont venus à commettre de tels crimes, quoi. Et aussi l'impact que ça a pu avoir sur leur psyché dans les années qui ont suivi. C'est hyper bien écrit, c'est passionnant, les personnages sont vraiment géniaux. C'est vraiment une plongée vraiment passionnante dans l'histoire de l'Irlande du Nord. Et c'est pas pour rien que le livre a été adapté en série. La série vient juste de sortir dans les pays anglo-saxons. Elle a des très bonnes critiques. Elle n'est pas encore disponible en France. Elle devrait l'être bientôt sur Disney+ à un moment, mais la date n'est pas encore fixée de ce que je sais. Mais j'ai très très hâte de la découvrir aussi et j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce livre qui est vraiment fabuleux. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est un podcast qui m'a été recommandé par une amie récemment parce que je lui disais que mon genre cinématographique préféré, c'est les gens perdus dans la jungle ou les gens perdus dans la neige. C'est vraiment dans le top du top des films que j'aime regarder pour me détendre. Et donc, elle m'a dit, attends, il y a un podcast que tu vas adorer, qui est vraiment super, qui s'appelle Les Baladeurs. Donc, c'est un podcast en français. C'est très rare que j'écoute des podcasts en français. Mais je reconnais que celui-là est absolument génial. Il y a notamment un épisode où un mec, et donc c'est des histoires vraies, des histoires d'aventure généralement. Elles sont pas toutes forcément catastrophiques, mais moi c'est celle qui m'intéresse le plus. Et il y en a une notamment où un mec raconte que il s'est perdu en randonnée en montagne, dans la brume. Il est tombé de très très haut, il s'est fracassé tout le corps et il a dû survivre en fait sans pouvoir bouger, boire ou manger pendant plusieurs jours. Le rêve d'Anaïs. C'est ça. Et il y a un moment où il dit, en fait il se rend compte qu'il est blessé, il touche sa tête et il dit j'étais épluché comme une banane. Et j'ai trouvé ça juste tellement génial comme détail. Et donc je me suis vraiment éclatée à écouter plusieurs épisodes de ce podcast parce que ça touche à cette corde que j'aime beaucoup, qui est le film catastrophe ou le genre de récit catastrophe, de lutte contre l'adversité dans la nature, sauvage. Donc c'est vraiment génial et je recommande, si vous aimez ce genre de récit aussi, Les Baladeurs.
Et du coup, un peu de gore aussi, ce qui Exactement. est lié au thème de cet épisode aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'y ai pensé. Merci pour cette fabuleuse transition, Marie. Puisqu'aujourd'hui, on vous propose donc, on le disait, un format un peu inédit. On vous parle d'un film qui passe actuellement en salle, The Substance de Coralie Farja. Vous n'aurez pas d'extrait de nos réactions pour une fois, puisque nous sommes des personnes respectueuses et que donc, comme on était en salle, on n'a pas forcément hurlé et papoté pendant tout le film. Et on ne s'est pas enregistré aussi parce que c'est illégal. Voilà, tout à fait. Mais on s'est quand même enregistré dans le couloir du cinéma juste avant la séance pour parler de tes attentes, puisque moi j'avais vu le film et pas toi, et que je t'avais un peu forcé à le voir. Bonsoir Marie. Bonsoir Anaïs. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais bonsoir. Nous sommes actuellement dans un vrai cinéma. Et on s'apprête à voir un vrai film qui est sorti actuellement dans la vraie vie, qui s'appelle... Contrairement au faux film qu'on regarde d'habitude. Contrairement au très vieux film qu'on regarde d'habitude. Ouais. Et donc, on va voir le film qui s'appelle... The Substance. Marie, qu'est-ce que tu sais de The Substance ? Je sais que c'est un film de Coralie Farja sur le fait de vieillir, avec Demi Moore qui joue une ancienne star convertie en prof d'aérobic à la télé, et le patron de la chaîne de télé la trouve trop vieille, et du coup il y a un nouveau truc qui existe où tu prends une substance, j'imagine, et tu enfantes, je sais pas si tu enfantes littéralement, mais tu enfantes une version plus jeune et plus belle de toi, et cette version plus jeune et plus belle d'elle, c'est Margaret Qualley, qui est la fille de, comment elle s'appelle l'autre avec ses cheveux, Andy McDowell. Et en fait après il va y avoir une rivalité entre les deux, et ça va se finir, le dernier tiers est un moment de body horror qui montre bien toute l'horreur de la pression autour du vieillissement chez les femmes. Voilà. Est-ce que tu as peur ? J'ai un petit peu peur du body horror. J'ai peur d'être voilà, dégoûtée en français. Dégoûtée et un peu stressée et tout ça. Mais dans l'absolu, j'ai pas trop peur, ça va. J'ai juste, je sais pas si j'ai envie de le voir. Tu vois, c'est pas forcément un truc de peur, c'est un truc de désir inexistant. Je comprends. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? Je pense que je vais avoir un avis dessus. Du coup, je sais pas si je vais aimer, mais j'ai hâte d'avoir un avis dessus parce que tout le monde a un avis dessus. Mais non, oui, je pense que je vais aimer certaines choses et peut-être être rebutée par d'autres. Qu'est-ce que tu penses que je vais penser du film ? Je pense que tu vas être très agacée par plein d'aspects. Ouais, c'est un film très maximaliste et très répétitif. Et comme une de tes réactions majeures dans tous les épisodes d'Amis, c'est bon, on a compris là. Et les films de Coralie Farja, c'est un peu bon, on a compris là 25 000 fois par scène. Je savais que c'était extrême, mais le côté un peu répétitif, ça tu me l'avais pas dit. Ouais, bah c'est pour ça que je préfère te le dire avant que tu le vois, parce que je sais que c'est un style qui déplaît à plein de gens, qui est très clivant quoi. Et à Cannes déjà, il y a plein de gens qui avaient été agacés par le côté très répétitif. Je sais que t'as un certain goût quand même pour la subtilité et la finesse. Et clairement, le parti pris de Coralie Farja, c'est de faire l'opposé de ça. Et c'est volontaire et pour moi, elle le fait très bien. Mais j'ai peur que ça te déplaise beaucoup et que tu trouves ça trop grossier en fait. Ok. Toi, t'avais aimé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est imparfait. Franchement, il y a des défauts. Je l'avais trouvé un peu long quand je l'ai vu. Mais en fait, cette année à Cannes, c'est le seul film qui m'a réveillée. C'est-à-dire que je me souviens que je l'ai vu en fin de soirée et j'arrivais pas à m'endormir après parce que je bouillonnais, j'avais le cerveau plein d'idées, j'avais envie d'écrire dessus, j'avais envie d'en parler avec des gens autour de moi. Et c'est quasiment le seul film que j'ai vu cette année à Cannes qui a suscité cette réaction chez moi. Et généralement, c'est un truc que je retiens comme un signe positif. Et plus le temps est passé, plus j'en ai gardé que un bon souvenir d'une expérience de salle assez incroyable où les gens criaient, applaudissaient, étaient survoltés. Maintenant, avec le recul, j'ai oublié les défauts. Je me souviens juste du fait que je me suis éclatée en le voyant. Mais je sais pas si ça va t'éclater. J'ai un peu peur. On va voir. Allons-y. Alright. On va aux toilettes d'abord. Oui. Très important les toilettes avant la séance. Marie, est-ce que tu peux résumer The Substance en 30 secondes ? Je l'ai fait un peu dans l'intro, honnêtement. C'est l'histoire d'une star qui a la cinquantaine, qui est vieillissante, qui est virée de son boulot de prof d'aérobic à la télé et qui va être approchée après un accident de voiture dont elle sort miraculeusement indemne. Elle va être approchée par un infirmier ou un docteur qui va lui donner un numéro en lui disant « ça a changé ma vie ». Et en appelant, c'est un service qui propose d'injecter une substance et ça permet d'avoir un double beaucoup plus jeune, plus beau et mieux sur tous les aspects, quoi. Seulement, il faut que respecter certaines règles qui, bien sûr, ne vont pas être respectées et qui vont mener à des altérations fondamentales et dégueulasses. Et c'est tout un commentaire sur
sur l'image des femmes, sur la haine de soi, sur le vieillissement, sur ce que la société nous renvoie et des choses comme ça. Je parle pas de la fin dans ce résumé parce que je voulais pas spoiler, mais en vrai, on va spoiler à gogo à partir de maintenant. Oui. Déconnectez-vous si vous l'avez pas vu. C'est ça. Si vous voulez rien savoir sur ce film, c'est le moment de partir. Est-ce que tu as des questions ? Où sont les amis de cette dame ? En fait, moi, c'était ma question principale, vraiment, parce que c'est le rôle des amis de t'arrêter dans des moments comme ça, et puis surtout de te donner une raison de vivre qui n'est pas être belle à l'écran. C'est clair. Elle a pas chaud avec son gros manteau. Je pense que c'est un parti pris parce qu'elle se cache un peu et tout ça, mais même au début, avant de commencer sa déchéance physique, sa dégradation physique en tout cas, elle est tout le temps avec un gros manteau en laine jaune, alors qu'autour d'elle, tous les gens sont en mini short. Je pense que c'est un parti pris, mais quand même, j'avais chaud pour elle. Ma question principale, c'est qui aurait envie de participer à un tel truc ? Parce que c'est quoi l'avantage concrètement, en fait ? D'avoir une autre personne qui est censée être toi, mais tu ne te souviens de rien de ce qu'elle fait, tu ne partages aucune de ses émotions ni rien, vivre une vie bien meilleure alors que toi, tu te dégrades peu à peu, quoi. Quand tu vois la manière dont on lui présente le truc, c'est tellement cryptique qu'elle peut pas forcément savoir exactement ce qui va se passer, tu vois. Oui, mais les fois où on lui propose d'arrêter l'expérience, elle y réfléchit, elle considère la chose et elle décide de pas le faire. C'est une addiction, très clairement. Elle n'arrive pas à s'en empêcher tout en sachant que c'est nocif pour elle. Mais elle a un tel besoin d'amour et de reconnaissance extérieure qu'elle préfère encore faire ça que rester seule. C'est ce que la voix répète à chaque fois. C'est vous serez toute seule, vous serez toute seule. Si vous décidez d'arrêter l'expérience maintenant, il n'y aura plus que vous. Et on sent que c'est vraiment quelque chose de vertigineux pour elle et de catastrophique de se retrouver toute seule face à son miroir. Enfin, en tout cas, je sais que dans les conversations que j'avais eues tout de suite après la première projo, il y avait plein de gens qui voyaient vraiment ces deux personnages comme deux entités totalement séparées, alors que bon, le film martèle que voilà, c'est une seule et même personne. Et donc, t'as raison, il y a des trucs d'incohérence dans le sens où elle se souvient pas exactement de ce qui se passe quand l'une ou l'autre est active, mais c'est le ressenti d'une seule et même personne. Et une seule et même personne qui déteste son image. Et du coup, on imagine qu'il y a quand même une partie d'elle qui vit de manière très heureuse les moments où c'est Sue qui est en train de se balader dans la rue. Mais en fait, je trouve que pour le coup, bon là on rentre déjà dans l'analyse du film, mais je pense que le film, il y a un défaut d'écriture à ce niveau-là. C'est-à-dire que si le film ne nous martelait pas que c'était la même personne, en fait, je comprends ce qu'il essaie de faire sur le côté, le fait qu'elle déteste cette part d'elle-même tout en pensant que c'est aussi la meilleure part qui soit, qu'il y a une dualité à l'intérieur d'elle-même et tout ça, qu'il y a une sorte de rejet, mais en même temps de dépendance à cette image et des choses comme ça. Mais par exemple, son sentiment de solitude, en fait, tout ce qu'on voit d'elle pendant ces semaines où où c'est son tour, en fait, où c'est pas le tour de son alter ego bien plus jeune, on ne voit que de la solitude et on ne voit que de la détresse et tout l'amour que reçoit, l'amour très superficiel de toute façon, mais bon ça c'est ce qu'elle cherche visiblement, mais tout l'amour que reçoit Sue, du coup l'alter ego plus jeune dans ces semaines à elle n'en profite pas, enfin elle ne s'en souvient pas, elle ne le ressent pas, donc je comprends bien qu'il y a quelque chose c'est comme peut-être se couper un membre ou des choses comme ça, enfin il y a quelque chose de viscéral dans le fait qu'elle protège au final cet alter ego et que ça touche à quelque chose de très fondamental, mais on a du mal en voyant le film à comprendre vraiment quel est l'intérêt pour elle, quoi. Ouais, moi j'avoue que ça m'a pas du tout dérangée pendant le visionnage et je pense qu'elle le ressent justement, que les souvenirs sont peut-être partagés, mais par contre que les ressentis sont les mêmes, tu vois. Et d'ailleurs, on voit aussi que le personnage de Sue, au final, a énormément de haine envers soi-même et d'insécurité, même en étant la version plus jeune. Et donc ouais, moi c'est un truc qui m'a pas du tout dérangée et moi c'est l'aspect qui me fascine le plus dans le film, l'idée que justement c'est pas deux personnages, mais de toujours re-entraîner mon cerveau à me dire non, là en fait c'est elle-même, elle est en train d'être violente avec elle-même, elle est en train de s'insulter elle-même, oui. Et ça je trouve que c'est très très fort, c'est très abstrait mais c'est un concept psychologique que je trouve très fascinant et c'est sûr que c'est hyper difficile à mettre à l'écran. Ouais. Autre question, pourquoi quand une femme pète les plombs dans un film, elle s'étale toujours son rouge à lèvres sur la tête? C'était pareil dans Sailor et Lula, c'est une constante. Et là aussi, elle a un moment de peinturlurage de la tête avec son rouge à lèvres, why not? Oui, enfin après, c'est pas comme dans Sailor et Lula, elle se passe juste la main et oui, ça mais fait... c'est un moment de craquage où tu sens qu'elle est en détresse. Mais t'as jamais fait ça, toi? Mais bien sûr que non, ça va pas ou quoi? J'ai un démaquillant. Mais peut-être que je devrais pour apporter un peu de drama dans ma vie. Bah ouais. Et enfin, c'est moi où leur émission du Nouvel An a l'air vraiment naze. Ouais, vraiment. Et en fait, j'ai une théorie là-dessus, c'est que je pense que Coralie Farja, elle a jamais regardé des émissions du Nouvel An aux États-Unis, c'est-à-dire avec Times Square,
Les émissions sont nazes en elles-mêmes, mais le cadre est quand même impressionnant. Et tout ce qu'elle a vu, c'est les émissions de Michel Drucker. Et elle a reproduit ça dans son film américain. Bah, écoute, il faudra lui demander. Moi, j'ai une question, c'est qui a décoré l'appartement de Elizabeth Sparkle et pourquoi il a fait ces choix-là? Parce que vraiment, la cuisine, c'est un enfer. Enfin, tu te dis, pour une star qui a gagné un Oscar, qui a les moyens de se payer un immense appartement à Hollywood avec une très belle baie vitrée, elle pourrait avoir une plus belle cuisine et une plus belle salle de bain. Sa salle de bain, c'est horrible. Je sais pas si toi ou moi, on afficherait aussi une affiche géante de nous-mêmes dans le salon. Bah, le film est un peu lourdingue sur pas mal de... Enfin, en tout cas, c'est ce que tu disais, il est pas subtil, quoi. Mais bon, il essaie pas de l'être, hein, et c'est pas du tout son propos, donc je respecte ça. Mais c'est sûr qu'il y va avec la truelle sur l'image de soi, sur le culte de son corps et de son image et tout ça. Enfin, elle a un portrait de 4 mètres de haut d'elle au milieu de son salon. Donc, c'est la seule décoration. Oui, c'est très appuyé. Moi, je me demandais aussi si le lobby de la crevette allait porter plainte pour diffamation contre ce film, parce que franchement, il leur fait pas une bonne pub. Non, pas du tout. Et c'est pas une bonne pub pour Dennis Quaid non plus. C'est clair. Je pense que le son de Dennis Quaid en train d'uriner tout en parlant au téléphone va me hanter pendant très longtemps. Moi, je me suis posé une question aussi, mais elle s'adresse au monde entier. Mais est-ce que tu crois que les gens qui ont moins de 25 ans savent ce que c'est l'aérobic, en fait? Je pense que sur TikTok, il y a tellement de modes un peu vintage que c'est possible, tu vois. Il y a peut-être un petit côté... Mais c'est vrai si vous êtes jeune, écrivez-nous. C'est vrai que c'est aussi un univers un peu parallèle où l'aérobic est tellement à la mode que les émissions d'aérobic peuvent être hyper populaires et que leurs présentatrices peuvent se retrouver même dans les talk shows. Voilà, c'est ça. Il se trouve que j'ai beaucoup parlé à Coralie Farja du film et je lui avais posé la question sur l'aérobic. J'étais là, pourquoi en fait? Enfin, je comprends qu'on n'est pas dans un univers réaliste, mais c'est vrai que c'est tellement désuet comme symbole de sexitude que ça me paraissait absurde. Et en fait, elle m'expliquait que c'est parce qu'elle a grandi avec les cassettes VHS de Cindy Crawford dans Juste au corps. Jane Fonda et tout. Ouais, voilà. Et que justement, à un moment où elle a formé sa vision de la beauté et de la beauté inatteignable, c'était ça qui l'avait vraiment frappée, où elle se disait en fait, il faut absolument que je reproduise ces routines obsessionnelles et extrêmes d'abdos et d'entraînement physique pour être parfaite, et sinon je serais très malheureuse. Et donc c'est vrai que... Et en plus, c'était aussi un symbole justement de la carrière vieillissante de certaines actrices comme Jane Fonda, tu l'as dit. Et c'est pour ça qu'elle a eu recours à l'aérobic, et aussi parce que, comme c'est un film sur le corps féminin, elle a cherché la meilleure manière de montrer des corps féminins aussi et de pouvoir vraiment filmer le corps. Et on va en reparler, mais c'est ça, je pense, qui a dérangé beaucoup de gens. C'est vrai que c'est un film qui braque la caméra en permanence sur le corps de ces actrices. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. You're hired. Qu'as-tu pensé de cette expérience de visionnage? J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça long les 2 premiers tiers et j'ai beaucoup aimé le dernier tiers qui était assez cathartique et fun, quoi. Ouais, c'est hyper jouissif. C'est le tiers le plus horrifique qui devient complètement gore et délirant. Et honnêtement, si le film avait pas cette fin, je serais beaucoup, beaucoup plus mitigée. Mais comme il a et que ça m'a beaucoup fait rire, et que du coup, en plus, tout le reste, c'est tellement absurde et démesuré que ça justifie tout le reste du film et toutes les absurdités qu'il peut y avoir dans le reste du film et les incohérences aussi. C'est très clair qu'il n'y a pas de recherche de cohérence, quoi. Mais du coup, en tout cas, pas de recherche de cohérence avec la réalité. Mais oui, le dernier tiers, je l'ai trouvé vraiment très très fun. Après, ça va crescendo, c'est ça que j'aime bien. Je suis d'accord, moi je trouve que c'est le début qui met vraiment le plus de temps à démarrer et qui m'a paru un petit peu long au revisionnage. Mais il y a plein de petits moments en fait de gore successifs jusqu'à évidemment l'apothéose finale qui est là et génialissime. Mais par exemple la scène avec la cuisse de poulet, ou il y a d'autres scènes quand même qui viennent ponctuer le film qui sont déjà assez dégueux et avec beaucoup d'autodérision aussi sur le film, et je pense que c'est ça qui sauve le film, c'est-à-dire que on peut lui faire plein de reproches et on peut être pas du tout réceptif au côté excessif qui est très assumé de la part de Farja, mais c'est un film qui se prend pas au sérieux, je trouve, et moi j'aime bien ça. Ça, je suis pas sûre, moi. Ce que j'ai admiré dans le film, c'est que c'est un film qui est vraiment unique.
et qui ose aller dans des endroits justement qui sont un peu délirants et qui sont vraiment pas sérieux. Mais je sais pas si c'est vraiment un film qui se prend pas au sérieux lui-même, quoi. Je sais pas. Enfin, pour moi, il y a quand même toute une esthétique derrière et une recherche de références cinématographiques ou de choses comme ça. Les choses qu'elle évoque dans le film, c'est quand même des références à Kubrick, à Cronenberg ou des choses comme ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Il y a évidemment une recherche esthétique qui est très poussée et qui, pour moi, est réussie, même si, évidemment, c'est... Elle dit souvent qu'elle fonctionne en symbole, en fait. Donc, c'est très, très brut et... Appuyé. Mais oui, c'est un film qui a beaucoup d'humour et qui n'hésite pas, justement, à s'amuser. Enfin, quand on parle de cohérence, bah oui, le moment de la cuisse de poulet, par exemple. Le personnage plus âgé, du coup... fait du binge eating, en fait, elle mange énormément de poulet pendant sa semaine, et quand l'autre récupère le corps, son corps plus jeune et peut enfin exister pendant sa semaine à elle, d'un coup, elle a une sorte de protubérance. Oui, c'est ça. Et elle commence à paniquer, elle va aux toilettes parce que toute son identité repose sur la perfection de son corps. Et donc là, elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Elle appuie sur son ventre, elle fait remonter, comme tu dis, la protubérance jusqu'à son ventre. Et là, elle met sa main dans son nombril, ce qui est évidemment quelque chose qui n'est pas possible physiquement. Et elle en tire une cuisse de poulet bien grasse. Et ensuite, c'est la Elisabeth, donc la version plus âgée, qui se réveille. Et donc, c'est une hallucination, en fait. Mais c'est un moment que je cherche pas à expliquer outre mesure, mais qui pour moi est très drôle. C'est-à-dire que pour moi, là, on voit que c'est un film qui justement se prend pas trop la tête sur ses règles et sur sa cohérence, et qui est plus là pour choquer les spectateurs et pour communiquer en symboles et en sensations. Et moi, c'est ça que j'admire beaucoup, en fait. Coralie Farja a eu l'idée de ce film quand elle a passé la quarantaine. Ça a été très violent pour elle, apparemment. Elle a eu l'impression que, ça y est, elle était périmée, que plus personne n'allait la regarder, s'intéresser à elle. Et forcément, elle avait déjà parlé de la manière dont on juge le corps des femmes dans son premier film Revenge, qui est très différent et qui a aussi été très clivant. Et donc là, voilà, elle a imaginé une femme qui trouverait un moyen de se dédoubler pour devenir plus jeune. Et ça a été un peu le point de départ du film. Moi, ce que je trouve vraiment incroyable avec ce film, c'est que déjà, elle a réussi à rassembler un casting de stars américaines et il marche très très bien. C'est un gros succès commercial, alors que c'est un film qui est entièrement le produit de sa cinéaste. Elle s'est vraiment battue pour qu'il reste exactement comme il est et aussi extrême qu'il l'est face à des producteurs qui n'étaient pas toujours hyper réceptifs apparemment. Elle a fait ce film avec un budget de 17 millions d'euros et pour l'instant, les projections sur le box-office mondial parlent de 70 millions d'euros. Donc c'est vraiment un énorme succès. Il y a eu énormément de mèmes qui ont circulé aux États-Unis, beaucoup d'articles dessus. Et c'est vrai que pour une réalisatrice qui avait juste un long métrage à son actif, un long métrage qui avait été très clivant, pas mal critiqué par certaines féministes notamment, et qui était passé inaperçu, je pense, du grand public, là, c'est vraiment phénoménal de voir le film avoir ce succès-là. On parle de course aux Oscars, notamment pour Demi Moore. Il a eu le prix du scénario à Cannes aussi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que quand il a été annoncé dans la sélection pour la compétition à Cannes, moi j'étais hyper contente parce que je suivais justement ce que faisait Coralie Farja depuis Revenge. Honnêtement, c'était une prise de risque de la part de Thierry Frémaux de choisir ce film-là parce qu'on n'est pas du tout sur Titane de Ducournau. On est sur une proposition bien plus hardcore et frontale. Et le fait que le film ait été récompensé, à mon avis, ça a énormément joué dans le succès qu'il a aujourd'hui. Et donc, j'espère que d'autres sélectionneurs de festivals retiendront que parfois c'est bien de prendre des risques et de prendre des films qui sont vraiment uniques et qui prennent le risque de vraiment cliver parce que ça a payé. Il y a pas mal de gens qui nous ont écrit quand on a mis sur Instagram qu'on était allé voir The Substance en disant qu'ils avaient peur d'aller le voir. Est-ce que toi, t'as eu peur finalement en le voyant ? Non, pas du tout. C'est dégoûtant par moments, souvent même, mais il y a rien qui m'a traumatisée, honnêtement. Ouais. Il y a des trucs où j'étais vraiment dégoûtée en le regardant sur le coup, mais ça m'a pas marqué après pendant des heures, quoi. Et non, ça fait vraiment pas peur. Enfin, ça fait pas peur de la manière dont Conjuring, par exemple, m'a fait peur, quoi. Il y a pas vraiment d'anticipation, il y a pas de jumpscare. Non, il y a pas de suspense, ni rien. C'est un peu angoissant.
mais ça m'a pas trop angoissée. Non, parce que c'est marrant en plus, donc ça soulage un peu la tension, quoi. Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de tension. Il y a un côté oppressant dans sa solitude dont tu as parlé, et je pense que c'est clairement voulu. Elle est toute seule dans son immense salon qui n'est pas meublé, et à se détester elle-même et à se sentir complètement piégée dans la vie qu'elle mène. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu oppressant psychologiquement, et je trouve que c'est très réussi, mais tu as raison, c'est désamorcé par l'humour. Et moi, c'est pour ça que j'avais très hâte que tu le vois, c'est parce que je trouve que le gore a quelque chose d'extrêmement ludique, et c'est quelque chose que les gens qui regardent jamais de films d'horreur ont peut-être parfois du mal à saisir aussi, mais j'ai eu l'impression qu'on s'était beaucoup amusés aussi toutes les deux en voyant ces moments-là, quoi. On va passer en revue les personnages. La première, c'est Elizabeth Sparkle, c'est l'héroïne qui est jouée par Demi Moore. Et donc, tu l'as dit déjà un petit peu, c'est une actrice quinca qui a gagné un Oscar il y a longtemps, mais qui depuis n'est plus aussi célèbre et admirée qu'elle a pu l'être au pic de sa gloire. Et elle est définie vraiment par son rapport à la célébrité et son rapport au regard des autres. Elle n'a pas beaucoup plus d'intériorité que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment son rapport à son corps et à son image, c'est ce qui la définit complètement dans le film. C'est-à-dire ça s'ouvre sur son étoile sur Hollywood Boulevard et elle s'appelle Sparkle. Encore une fois, on fait pas dans la subtilité sur les messages qui sont passés. C'est une star, mais c'est plus une star, c'est une Sparkle, quoi. Exactement. Ouais, en fait, c'est vrai que dans les deux films de Coralie Farja, il y a très peu de dialogue. Et comme elle dit qu'elle aime beaucoup travailler avec le symbolisme, elle cherche toujours la manière la plus exagérée de raconter ce qu'elle veut raconter. Et donc là, elle voulait parler du rapport des femmes à leur corps, et elle s'est dit, quel est le symbole de quelqu'un qui est tout le temps ramené à son image et jugé pour son image, une actrice. Et donc, on va situer le film à Hollywood parce que c'est ça que ça symbolise et que ça incarne. Mais donc, c'est vrai que t'as raison. C'est, en fait, tous les personnages de ces films, je dirais, de ces deux films, sont très peu caractérisés. Ils représentent quelque chose. C'est pas des êtres humains hyper complexes. C'est vraiment des symboles avant tout, quoi. Oui. On a un symbole de dégueulasserie aussi, qui s'appelle Harvey. On se demande pourquoi. Et qui est donc le producteur de l'émission d'aérobic. Qui est joué par Dennis Quaid. Ouais, qui devait être joué par Ray Liotta. Mais comme Ray Liotta est décédé, finalement, il a été remplacé par Dennis Quaid. D'accord. Comment tu décrirais Harvey ? C'est un gros dégueulasse, quoi. Il incarne un peu le regard masculin dans le film. C'est honnêtement jusqu'au dernier tiers, justement, je me disais wow, c'est vraiment pas subtil, quoi. Enfin, parce que je trouvais qu'en fait, elle avait pas un regard très compassionnel sur ses héroïnes. Je trouvais qu'elle avait un regard un peu même parfois cruel, mais je pense pas que ce soit voulu, et au final, je pense pas du tout que ce soit l'intention, mais c'est comme ça que, enfin, juste il y a beaucoup de solitude, de détresse, et puis même c'est elle qui, sous l'influence de la société et tout ça, mais prennent ses décisions, qui s'embarquent là-dedans, donc elles ont quand même une grosse part, je dis elles ont, enfin c'est Elisabeth et son alter ego, quoi. Elle a une grosse part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Il y a un côté totalement pathétique dans ce personnage qui, du coup, m'a un peu rebutée. Je pense que c'est aussi, ça fait partie du propos. Et les hommes dans le film sont tous plus dégueulasses les uns que les autres. Il y en a un qui est un peu pitoyable, c'est celui qu'elle a connu au lycée. Mais sinon, tous les autres, et surtout les producteurs de son émission et tout ça, ils sont tous mais vraiment dégoulinants de dégueulasserie, quoi. Ouais, les directeurs de casting aussi, il y a cette scène. En fait, c'est vrai que tout est amplifié. En plus, il y a beaucoup, même dans le choix des cadres, la manière dont elle filme, c'est complètement déformé en fisheye. Donc, on est vraiment hyper oppressé et dégoûté par ces mecs qui font des commentaires extrêmement sexistes, sans s'en cacher. Qui mangent des crevettes de façon dégoûtante. Voilà. People just love that. I mean, that's just the way it is. So you know what I mean? People are just people. And I have to give people what they want. That's what keeps the shareholders happy. And people always ask for something new. Renewal, it's inevitable. Et d'ailleurs, le truc de la crevette, c'est un procédé très similaire à celui qu'elle avait utilisé dans Revenge, qui est donc un rape and revenge. Donc, c'est une jeune femme qui est violée et ensuite qui va se venger. Et elle ne montre pas le viol, mais pour le symboliser, elle filme en très gros plan la bouche d'un des méchants du film en train de manger un nounours à la guimauve et donc de l'écraser avec sa mâchoire, comme l'héroïne est en train d'être écrasée symboliquement. Et donc, quand j'ai vu les crevettes tout de suite dans The Substance, j'ai pensé à ça et je me suis dit, elle aime vraiment filmer
filmer des hommes bouffer de la bouffe en gros plan de manière dégueulasse avec le même procédé sonore où on a l'impression vraiment d'un monstre comme un dinosaure quoi qui est en train de manger sa proie. Mais oui, c'est vrai que ce personnage-là est dégoûtant, il est pas du tout subtil. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé avec elle, je lui avais dit est-ce qu'on peut dire que votre film est pas subtil et que la non-subtilité est revendiquée, et elle m'avait dit oui. Et elle me disait que souvent on lui disait que ce personnage-là était trop caricatural et que son premier réflexe était de dire ah bah oui, c'est vrai qu'il est vraiment caricatural. Et puis après de se reprendre et de dire mais en fait non, c'est pas une caricature. C'est-à-dire que des hommes exactement comme ça, voire bien pire que ça, il y en a plein à Hollywood. Et donc là, elle le montre d'une manière qui est très crue. Mais c'est vrai qu'on peut totalement imaginer ce genre de comportement. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a que ça, déjà, dans son film, pratiquement. Et, je sais pas, oui, mais du coup, si c'était un film plus classique, ça en ferait pas un personnage très intéressant, quoi. Je pense pas qu'ils soient intéressants, d'ailleurs. Non, mais c'est ça. C'est juste un antagoniste et il symbolise tout le regard de la société sur elle, quoi. C'est un et outil, la violence en fait. du regard de la société sur elle. Non, mais de toute façon, moi, c'est ce que je craignais le plus en te montrant le film. C'est, moi, le procédé qui m'a plu, qui est très extrême et grotesque. Mais je sais que toi, t'es beaucoup plus réceptive à... Enfin, je veux pas dire que t'es beaucoup plus réceptive, j'aime beaucoup la finesse aussi au cinéma, dans les livres, tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus te parler quand il y a beaucoup de nuances. Oui, qui est beaucoup plus important pour moi. Ouais. Enfin, qui est important, en tout cas pour moi. Et je pense que là, clairement, l'absence de nuances dans le film, ça me faisait très peur par rapport à ta réaction. Non, mais après, comme tu m'as prévenu et comme, tu sens quand même dans quel film tu es, au bout d'un moment, c'est comme si tu reprochais à Avatar de pas être réaliste. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, Tu détestes vraiment Avatar. J'aime vraiment pas Avatar. Mais je lui reproche pas de pas être réaliste. Je lui reproche d'être moche et d'être chiant, mais de pas être réaliste parce que le film se situe dans une autre réalité, quoi. Ouais. Et là, c'est pareil. Je lui reproche pas de pas être nuancé parce que le film a un propos. Et elle y va avec vraiment... Avec la scie, le marteau-piqueur. Ouais. Elle a carrément le char d'assaut, quoi. Ouais. C'est génial. Et en fait, c'est souvent le critère qui est le plus important pour moi quand je juge un film en tant que critique, c'est de me demander si l'intention du ou de la cinéaste est transposée fidèlement à l'écran. Et là, on sait que son intention, c'était ça. Et donc, ce qui est très dur, c'est de voir des films qui sont hyper lourdingues alors qu'ils pensent être fins. Et là, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle y va clairement, comme tu dis, avec le char d'assaut. Et donc, pour moi, c'est très réussi. Mais par contre, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Il faut aussi parler de l'alter ego de Elisabeth, qui s'appelle Sue, qui est jouée par Margaret Qualley et qui est donc une version plus jeune d'Elisabeth, en fait, et qui est totalement une Lolita dans sa présentation, même dans ses mimiques, son petit rire. Il y a un énorme cliché, en fait, sur la manière dont on se représente une jeune fille. C'est-à-dire qu'elle est à peine vocale. Enfin, il y a très peu de moments où elle parle, en fait. Elle a peu de répliques. Aucun des personnages parle dans le film. Il y a un moment où tu peux te demander si dans sa naissance et sa reproduction, elle est venue avec la capacité de s'exprimer. Tu vois, il y a vraiment un truc où elle est juste sourire, mimique et battement de cils, quoi. C'est vraiment... Après, Margaret Qualley la joue très bien. Et puis en plus, elle est jolie comme un cœur. Elle est... ce que je disais, c'est une ancienne danseuse. Donc elle est hyper gracieuse. Pour les cours d'aérobic, en plus, elle est parfaite. Ce qui a été reproché, je l'ai vu dans pas mal de critiques du film, c'est le regard objectivant de Coralie Farja dans ces scènes, enfin dans les scènes d'aérobic justement de Margaret Qualley où elle filme son corps de façon très proche, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de gros plans sur ses fesses, sur ses seins et tout ça. Et beaucoup de répétitions. Pour moi, ça a du sens en fait de filmer ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obsédé par son physique et qui est émerveillé par son propre corps. Donc déjà quand elle se découvre et qu'elle commence à se toucher, alors que la scène juste avant, c'était Elisabeth qui est en train de regarder son corps. On sent qu'elle a un peu honte, enfin ou en tout cas elle est gênée par le fait qu'elle vieillisse. Pour moi, voir Margaret Qualley qui découvre un peu justement son corps jeune, ses seins qui pointent vers le plafond et tout ça, ça a du sens. Le côté aérobique aussi dans l'émission, en fait, on se met à la place justement du regard d'Hollywood sur son corps et tout ça, ça a du sens aussi. Je sais pas si, surtout que le film est long, et pour moi, c'était ces moments qui étaient les plus longs, avec aussi l'introduction que je trouve un peu longue. Ces moments, elle aurait pu en couper quelques-uns, je pense. Il y a un effet de répétition
que je comprends, mais qui est un peu lourdingue, là, je trouve. J'avoue que la première fois que je l'ai vue, j'étais assez frappée aussi par la répétition et je me suis dit, elle va énerver tellement de gens, en fait, avec ses plans, parce que c'est très clairement du male gaze et qui a un discours maintenant depuis de nombreuses années. Le male gaze, c'est un concept qui date des années 70, mais qui est vraiment revenu sur le devant de la scène post-MeToo pour parler du regard, justement, masculin qui est omniprésent au cinéma, qui a tendance à découper les femmes et à les montrer vraiment comme des bouts de viande. C'est complètement ce que fait Coralie Farja et c'est aussi ce qu'elle faisait déjà dans Revenge et ce qui avait beaucoup dérangé les détracteurs du film à l'époque. Pour moi, la répétition de ces plans, elle a du sens parce que, justement, elle va nous filer la nausée à force de nous montrer à répétition ce male gaze qui file la nausée quand on le vit au quotidien aussi et qu'ensuite elle va le détourner d'une manière tellement jouissive à la fin, c'est-à-dire qu'elle va filmer avec la même attention, avec la même sensualité et avec la même répétition les prothèses dégueulasses, protubérantes de Monstro et Lisa Su. Et donc, en fait, elle nous montre d'abord le premier prototype de ce regard masculin pour ensuite nous montrer à quel point il est absurde. On a quand même, à la fin, donc ce monstre ignoble qui chie un sein par la bouche. Ouais. Et qui donc, ouais, voilà. Mais vraiment, la manière dont c'est montré, ça ressemble plus à, voilà, on imagine que ça pourrait sortir d'un autre orifice. Et c'est une scène qui est assez répugnante et qui est grotesque et qui est très drôle parce que c'est un sein, donc l'objet de tous les fantasmes et de tous les désirs en fait dans ce film, qui là devient une espèce de crotte qui tombe au sol, qui est recouverte de pus, qui est ignoble. Et donc le fait qu'elle utilise le male gaze d'abord dans cette séquence Pump It Up d'aérobic construit la manière dont elle va le dézinguer plus tard. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est très malin. Ce qui est intéressant avec Margaret Qualley aussi, c'est que au début, elle n'était pas convaincue, Coralie Farja, parce qu'elle l'a trouvée trop mince et justement pas avec ce physique qu'elle s'était représentée dans les années 90 de la femme un peu idéalisée à la télé. Mais elles ont construit des prothèses pour Margaret Qualley et apparemment c'est ça qui l'a vraiment aidée à se mettre dans le rôle. Donc elle a une prothèse de sein notamment, c'est pas ses vrais seins, et elle s'est entraînée pour sculpter un peu plus son corps, pour lui donner un côté un peu plus voluptueux. Et c'est vrai que je trouve que le travail est vraiment remarquable là-dessus. Pareil pour le maquillage, elle a tout le temps les joues roses et le petit gloss. Enfin, il y a un côté Lolita qui est limite dégoûtant. Et je trouve que ça, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on a à la fois la jouissance de la voir profiter de son corps dans la rue. Elle est filmée comme une star, en contre-plongée, avec une musique géniale derrière. Et puis, très vite, c'est déconstruit. Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Et ce que je voulais rajouter aussi sur le male gaze, elle m'a dit que pour elle, le regard masculin, dans tous les cas, ne peut pas être effacé parce que même en tant que femme, il fait partie de nous. Parce qu'on a grandi avec toute notre vie et que donc, en tant que cinéaste, elle peut pas se départir du regard masculin. Je pense qu'il y a plein d'autres cinéastes qui diraient peut-être autre chose, mais je trouve ça très intéressant de sa part et c'est très conscientisé. Et c'est pour ça que j'insiste dessus parce que je pense qu'il y a plein de gens qui qualifient le film de misogyne. Et évidemment, chacun a le droit à son opinion, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant la manière dont elle s'interroge sur la théorie féministe de ses films. Elle dit toujours qu'elle n'intellectualise pas du tout quand elle écrit et quand elle filme et que c'est après qu'elle pose du sens dessus. Mais que très clairement, notamment en lisant toutes les critiques féministes de Revenge, ça l'a forcée à vraiment s'interroger sur le sens féministe ou pas de ses images. Et donc, je pense que chacun de ses plans, il a été mis là pour une raison. Et donc, c'est sûr que c'est un peu éreintant, mais elle les a mis là parce qu'elle y met du sens, quoi. Beaucoup de la conversation du film tourne autour du gore. Toi, sur une échelle de tout le gore que tu as vu dans ta vie, tu placerais The Substance où ? C'est assez haut, mais ça m'a pas dérangé. Enfin, je pense que j'ai vu des films qui m'ont plus dérangé. Par exemple, Evil Dead Rise, j'avais été plus dégoûtée par certains choix. Ouais, avec la rap. Exactement, la rap, c'était vraiment... Là, il y a quand même des moments qui sont bien dégueulasses. À un moment, il y a du coup le personnage... pour expliquer la naissance du monstre aussi, c'est que le personnage de Sue essaie toujours de profiter de plus en plus et de tirer sur la corde. Elle veut pas, en fait, arrêter ses semaines, parce que normalement, elle est censée faire 7 jours et 7 jours. La pauvre Elisabeth se retrouve transformée, parce qu'on lui pompe toute son énergie, elle se retrouve transformée. C'est même pas une vieillarde, c'est une sorte de monstre vieillissant, horrible, toute courbée et tout ça. Ça, c'est très drôle. Enfin, ouais. Ça, j'ai adoré. C'est là où le film commence à prendre une tournure qui m'a beaucoup fait rire. Ça fait fuir le voisin, en plus, c'est très drôle. Le voisin qui l'a dragué 2 jours plus tôt, là, il est dégoûté par elle et c'est assez jouissif à voir. À un moment, elle commence à
s'entretuer l'une et l'autre. Et il y a tout un truc où, en fait, Sue renaît un peu de ses cendres, réexiste. De son pu. Oui, de son pu, voilà. Et va pour préparer sa super émission qu'elle est censée faire pour le Nouvel An. Et là, elle commence à se décomposer parce qu'en fait, Elisabeth est morte. Enfin, le corps d'Elisabeth a été détruit. Et donc, elle peut pas exister sans elle vu qu'elles ne font qu'une. Et là, c'est vraiment le gore le plus dégueulasse. C'est-à-dire que ses ongles commencent à se décoller. Et ça, vraiment, les ongles, j'étais là, vraiment horrible. Trigger warning ongles, trigger warning aiguille. Dents aussi, ouais. Ah, les dents qui sont fissurées, là. Ah, l'aiguille, oui, parce qu'elle lui recoule d'eau à un moment. Ça, c'est un peu dégueulasse. Ouais, et puis elle pompe, tu sais, à chaque fois qu'elle pompe, elle enfonce l'aiguille dans la blessure, là, qui est toute purulente. Pleine de pu, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais moi, c'est vraiment les ongles, en fait, parce que t'as la sensation de te casser un ongle et tu sais ce que ça fait. Et du coup, voir ses ongles qui se décollent et voir ses dents qui tombent, là, comme ça, avec sa bouche toute pleine de sang et après, elle est en train de sourire, la bouche fermée. J'adore cette scène. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais ça, c'est du gore bien dégueu. Mais en fait, comme à chaque fois, c'est du gore dégueu drôle et pas du gore dégueu qui fait peur, nécessairement. Enfin, c'est détourné, justement. Il y a un côté hyper cathartique où elle est en train de dire vous vouliez un personnage magnifique, voilà, je vous donne un truc magnifique. Quoi. Ouais, et puis vous vouliez regarder de très très près le cul de ce personnage, je vais vous le montrer, sauf que maintenant, ce cul, il y a aussi un visage dessus, c'est ça. 3 yeux. C'est ça, parce qu'après, du coup, quand elle commence à se décomposer, elle se réinjecte avec The Substance, et là, naît une espèce de monstre horrible qui en fait est composé que de parts de femmes, mais à des endroits où il faudrait pas être. Et tu sens qu'en fait il y a un côté glorieux là-dedans. Tu sens même qu'elle est heureuse de devenir ça, quoi. Du coup, elle a un sein qui se balade d'un côté, un sourire de l'autre. Elle a un dentier sur l'épaule. C'est ça. Et c'est tous les éléments un peu, parce qu'en fait le male gaze aussi, l'idée c'est de déconstruire une femme et de pas la prendre dans son ensemble comme un vrai être humain, mais d'individualiser des parts de son corps et d'objectiver ça. Là, d'un coup, en fait, ce monstre, il symbolise ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un monstre qui est composé de parts de corps humain, de corps féminin en l'occurrence. Et c'est très, très, très marrant. Et donc, comme le gore a un côté libérateur et très marrant, il est pas dérangeant. Et même dans le début du film, je trouve qu'il est plus dérangeant parce que justement, c'est plus oppressant, c'est un peu moins drôle et tout ça. Mais il y a un côté un peu fascinant quand elle émerge. En fait, la façon dont elle naît après avoir pris The Substance, la première fois que Sue naît, en fait, elle naît de la colonne vertébrale qui s'ouvre, le dos de Elisabeth s'ouvre pour qu'elle puisse naître de ça. Cette espèce de naissance dégueulasse, ça m'a dégoûtée, mais en même temps, il y a une sorte de fascination liée à ça aussi, quoi. Ouais, tu le dis très bien. Et d'ailleurs, il y a des VFX évidemment dans le film, mais le tournage a été monstrueux aussi en termes de durée et de moyens techniques, même avec le petit budget qu'elle avait, parce qu'elle tenait à travailler le plus possible avec des prothèses. Et donc, moi, je trouve que ça se sent vraiment à l'écran. Et le travail sur les effets spéciaux est incroyable, c'est-à-dire que les prothèses, et notamment la prothèse de Monstro, Elisa Sue. Ah ouais, elle est géniale. Ouais, c'est génialissime. Le gore est tellement bien fait et ils ont passé beaucoup de temps, visiblement, à travailler un peu comme dans un laboratoire de savants fous, à s'amuser pour que tout soit fait maison, vraiment comme des artisans de l'horreur. Et je trouve qu'après avoir vu beaucoup de films ces dernières années où il y a un abus d'effets visuels CGI, enfin d'images de synthèse, et où on sent que rien n'est tactile, rien n'est réel, là c'est un vrai bonheur de voir un film comme ça. Je viens d'écrire sur ça dans ma newsletter. Petite pub sur Gladiator 2, ça m'a sorti, enfin déjà le film est nul à énormément de niveaux, mais aussi visuellement je l'ai trouvé tellement désincarné et tellement irréel, mais pas de façon cool, que ça m'a vraiment sorti du truc. Et en plus, sur un film qui parle d'incarnation, qui parle de corps, le fait de le ressentir aussi viscéralement avec un vrai travail sur des prothèses réelles, c'était crucial et ça se ressent vraiment. Ah oui, il y a une vraie corporalité dans The Substance. Tout à fait. C'est un film qui est très référencé, avec plein d'hommages à des classiques de l'horreur, classiques que tu as maintenant vus. Pas tous, mais pas certains. tous, mais je pense la plupart qui sont référencés dans The Substance, tu les as vus et on en a parlé dans notre saison d'amis sur les films d'horreur. Lesquels t'as repérés ? The Shining, sur la déco, le long couloir, plein de couleurs, l'excès de sang aussi, et aussi la plongée dans la folie et tout ça. Ouais, les toilettes aussi. Oui, les Shining. toilettes. Évidemment Carrie, c'est-à-dire que quand le monstre est sur scène et commence à asperger de sang toute la salle qui essaie de s'enfuir, en même temps ça rappelle le bal de la fin dans Carrie.
Et ensuite, ça m'a rappelé Black Swan par pas mal d'aspects. Ouais. J'ai vu aussi que ça a été comparé à Requiem for a Dream, et c'est vrai, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu Requiem for a Dream, mais j'avais trouvé ça hyper dérangeant, et je me souviens des scènes de piqûres et tout ça, donc là, les scènes de piqûres aussi, ça évoque sûrement ça. Elle, en tout cas, ça faisait partie de ses références quand elle a fait le film Requiem for a Dream. Mais Black Swan, le côté dualité, le côté aussi les moments physiques, j'ai un souvenir dans Black Swan avec l'espèce de plume qui sort, où où il y a des... Oui, et puis elle se casse aussi les chevilles, les pieds de manière assez atroce. Et ce rapport avec une autre qui peut lui prendre sa place, qui est plus jeune, qui est plus belle, ou des choses comme ça, l'espèce d'attirance et de rivalité en même temps envers un alter ego, ça j'ai reconnu ça. C'est marrant, du coup, ça m'a fait penser à All About Eve aussi, sur le côté rivalité avec une plus jeune, sans le côté gore du tout. Et qu'est-ce que j'avais noté? Est-ce que j'en avais noté d'autres? Ah, et il y a le moment où il y a la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui retentit quand elle arrive sur scène. Tout à fait. Et d'ailleurs, le moment de naissance, quand elle prend la substance, il y a aussi ce passage dans une sorte de couloir lumineux qui évoque le moment dans 2001 où il traverse un peu l'espace-temps. Clairement, Kubrick, je pense, c'est une de ses plus grosses références. Il y a aussi Cronenberg, qui est une référence Après, moi, énorme. Cronenberg, j'ai jamais vu ces trucs de body horror, justement. J'ai pas vu La Mouche, j'ai pas vu ces films-là, donc j'imagine que c'est aussi... Ouais, bah là, déjà, il y a La Mouche qu'on voit dans le restaurant, dans la scène avec Harvey. Et puis, il y a un gros plan sur les lèvres de Sue quand elle apparaît pour la première fois, qui évoque Vidéodrome, qui est aussi le grand classique de Cronenberg, où c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une télé et qui est absorbé par la télé. Donc, il y a aussi, justement, tout ce rapport de fascination pour la beauté à la télé. Ouais, et l'image. Il y a aussi, dans la scène qui est pour moi le plus grand coup de génie de ce film, où Monstro et Lisa Sue se plantent ses boucles d'oreilles dans la tronche parce qu'elle n'a plus d'oreilles. J'ai lu quelle référence c'est ça, je sais. C'est la musique de Sueur froide qui est utilisée à ce moment-là, de Hitchcock. Ce qui est très intéressant, puisque Sueur froide ou Vertigo, c'est aussi un film sur la dualité féminine. Et c'est très très malin de l'avoir mis à ce moment-là. Je trouve cette scène mais tellement jouissive. J'avais trop hâte que tu la vois, honnêtement. Et il y a aussi, j'ai vu quelqu'un qui a relevé le plan où elle est au téléphone dans le noir. Donc on voit pas son regard, on voit juste sa bouche avec le téléphone rouge, qui évoque Lost Highway de David Lynch. Et c'est vrai que quand on a parlé de ses références, elle m'a dit que David Lynch était très présent aussi, notamment parce qu'il a beaucoup travaillé sur Hollywood et la partie un peu dégueulasse d'Hollywood. C'est un truc qu'on trouve dans Lost Highway, dans Mulholland Drive, Inland Empire. Et donc, ça fait aussi partie de ces références-là. Demi Moore est pressentie pour être dans la course aux Oscars. Qu'est-ce que tu penses de sa performance dans le film ? Je pense qu'elle a de très grandes chances parce que y a rien de plus efficace pour Hollywood qu'une actrice qui justement est elle aussi disons dans sa période la plus populaire, enfin les années de Demi Moore, c'était dans les années 90, quoi, et qui prend un risque et qui se met en danger physiquement aussi, parce qu'on la voit nue, il y a même une scène de nudité frontale, il y a des gros plans sur son corps, il y a tout un commentaire aussi sur le fait que son corps est vieillissant, sur son rapport au corps et tout. Moi, j'ai trouvé très bonne dedans. Après, j'ai trouvé Margaret Qualley très bonne aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Je pense que, évidemment, le rôle de Demi Moore est plus impressionnant parce qu'elle a un côté, elle descend dans la folie, elle devient un peu une sorcière et que justement, c'est marrant parce qu'en fait, il y a toujours ce paradoxe aussi où à Hollywood, on va tout le temps admirer une femme d'un certain âge, entre guillemets, pour son courage de se mettre en avant et de montrer son corps comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait aussi, pas que, parce qu'évidemment, elle est très bonne dans ce rôle et elle va très loin, donc ce que je comprends. Mais j'ai l'impression que quand on parle de son audace ou de son courage, il y a aussi ce côté-là de se mettre à nu devant les yeux des gens et d'être dans ce rôle-là et tout ça. Ce qui est un peu ironique vu que tout le film est un commentaire sur ça aussi. Le fait qu'on parle de courage pour une femme qui a la cinquantaine de se mettre nue dans un film, ça fait partie du problème, quoi. Qui a la soixantaine d'ailleurs dans la vraie vie. Oui, c'est vrai. Très bien faite quand même. Ouais. Non, elle est magnifique, mais c'est vrai que en plus Hollywood adore les discours méta et c'est vrai que là on a une histoire de comeback, ce que les Oscars adorent, et on a aussi évidemment un discours méta, enfin une conversation entre la vraie vie de Demi Moore, la manière dont elle a été ramenée à son corps plein de fois dans sa carrière, le fait qu'elle avait posé nue en étant enceinte. Dans Vanity Fair. Ouais, il y a un vrai dialogue entre le propos du film et la réalité de la carrière de Demi Moore, donc ça pourrait très bien marcher.
En plus, Demi Moore a été définie dans sa période post-pic de sa carrière par sa relation avec Ashton Kutcher, qui était plus jeune. Et du coup, elle était définie par aussi le fait que c'était une femme d'un certain âge, mais qui était en couple avec un homme plus jeune et du coup, qui était rattachée à cette idée de jeunesse et à cette idée de quête de jeunesse aussi. C'était tout le temps un truc dont on parlait dans la couverture d'elle, dans les tabloïds ou des choses comme ça, quoi. Ouais, elle a dû être ramenée à son âge en permanence, j'imagine, même en privé. En fait, ça devait sans doute être insupportable. Donc oui, moi, je la verrais totalement être nommée pour ce rôle. Et en plus, il y a aussi évidemment tout un sous-texte dans le film sur la chirurgie esthétique. C'est une discussion qu'on a en permanence sur les célébrités à Hollywood, sur le fait qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi elles le font. Et en même temps, il y a une pression énorme envers les actrices pour qu'elles ne vieillissent pas. Donc le fait qu'elle soit là en train d'incarner ce rôle-là. En plus, on l'avait pas vu à l'écran depuis longtemps et jamais comme ça. Et le fait qu'elle n'arrive pas à arrêter, alors même qu'elle voit que c'est de plus en plus nocif pour son corps et pour son apparence physique qu'elle voulait au début améliorer, c'est un commentaire direct aussi sur la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'on en a plein des actrices qui en font de plus en plus. Ça n'arrange pas vraiment les choses. Mais en même temps, on comprend qu'il y a une impossibilité à revenir en arrière une fois que tu as commencé. Et c'est exactement ce qui se passe dans The Substance. C'est aussi un film sur Ozempic, je pense. Oui, j'y ai pensé. Si toi, tu prenais la substance, ce serait qui ton alter ego ? C'est moi l'alter ego, en fait. Il n'y a pas plus jeune, plus belle et plus fabuleuse que moi. Bravo. Un dernier mot sur The Substance. Allez le voir, c'est rigolo. Franchement, n'ayez pas peur. J'avais peur et il faut pas avoir peur. Ouais. Après, il y a quand même des gens qui sont partis au milieu de la séance. Oui, il y en a eu que 2, mais c'est vrai que je connais pas mal de gens qui m'ont raconté à d'autres projections. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile à regarder. Oui. Mais ouais, et surtout, allez le voir en salle parce que je trouve que c'est aussi ça qui contribue à l'expérience. Oui, c'est d'entendre les réactions des gens, de bouffer du popcorn, de sentir tout le monde qui crie en même temps. Moi, c'est ça qui a fait que ma première impression du film a aussi été géniale. C'est qu'à Cannes, d'habitude, le public est plutôt sage jusqu'à la fin du film. Et là, c'était une des très rares projections dans ma vie auxquelles j'ai assisté à Cannes, où les gens ont applaudi spontanément plusieurs fois pendant le film et crié des encouragements, se lever en applaudissant à la fin. Donc vraiment, le voir avec un public, ça change tout. C'était Ami, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial. Si ça vous a plu, dites-le nous, ça nous intéresse. Peut-être qu'on en fera d'autres. Et on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine avec la suite de notre programme 90s. Cette fois-ci, c'est Marie qui me fait découvrir un film. Oui, dès mercredi, vous aurez notre épisode à l'affiche pour un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les beignets de tomates vertes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.